Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de correction du sous-test 1, compréhension de texte, du test blanc numéro 2, discriminé, du programme Battletage-Mage. Ce test blanc discriminé avait pour objectif, en tout cas dans les sous-parties 2 de calcul, 4 de conditions minimales et 6 de logique, de vous apprendre à faire la distinction entre des questions qui se ressemblent sur le plan de leur formulation, mais qui vont totalement différer dans la méthode de résolution. Le programme Battletage-Mage, c'est plus de 50 cours dans les 6 sous-tests de l'épreuve, 6 tests blancs complets et corrigés en vidéo et des milliers d'exercices, le tout accessible de façon totalement gratuite sur notre chaîne YouTube ou sur le site internet. Vous avez les liens qui apparaissent en bas de l'écran, tout comme d'ailleurs le lien pour télécharger ce test blanc numéro 2 si jamais vous ne l'aviez pas encore effectué. Première notion avec laquelle vous êtes familière, si vous avez suivi les cours de raisonnement-argumentation du programme Battletage-Mage, on essaie de classer les textes par niveau de difficulté pour savoir dans quel ordre les traiter. Pour ça, on regarde quelles sont les questions de repérage de chaque texte, autrement dit, qui nous demandent juste d'aller chercher de l'information dans le texte, et les questions d'analyse qui vont nous demander un petit peu plus de réflexion, de nous mettre à la place de l'auteur ou d'analyser un argument. Vous avez dans le cours T201 tous les indices qui pouvaient nous permettre de classer les questions. Ici, qu'est-ce qu'on voyait? On voyait dans le texte 1 qu'on avait 4 questions de repérage et 2 questions d'argumentation. Autrement dit, 2 tiers, 1 tiers. Dans le texte 2, qu'on avait une question de repérage et 3 questions d'argumentation. Et dans le texte 3, qu'on avait 4 repérages pour une argumentation. Donc, à première vue, malgré le sujet du texte 3 qui avait l'air assez abscon, vu qu'on parlait de politique, et le sujet du texte 1 qui avait l'air tout simple parce qu'on parlait d'économie collaborative, c'est bien le texte 3 qui était le plus facile à traiter, ensuite le texte 1 et enfin le texte 2 qui était le plus difficile. C'est dans cet ordre-là qu'il aurait fallu les traiter, surtout que le texte 2 ne comportait que 4 questions, donc valait beaucoup moins de points que les autres alors que c'était le plus difficile. Ici, on va plutôt choisir de les traiter dans l'ordre. Premier texte, on nous disait depuis 10 ans qu'il y avait une évolution des comportements touristiques face à la conjoncture économique. Le tourisme de masse dans les îles et sous les tropiques, c'était fini. Les destinations se rapprochent, la durée des congés diminue et on essaie de baser le voyage sur l'humain. Donc les vacanciers désertent les loueurs de voitures, les compagnies aériennes traditionnelles pour des nouveaux acteurs issus de l'économie collaborative. On nous parle tout d'abord de Couchsurfing, qui en 2004 était le pionnier pour partager un canapé pour quelques nuits, qui compte aujourd'hui 4 millions de membres et qui a inspiré de nombreux concepts comme Gamping, où le canapé est remplacé par quelques mètres de tente pour y planter, quelques mètres de jardin pour y planter sa tente, ou Woofing qui propose le gîte et le couvert dans une ferme bio contre quelques heures de travail agricole. Et on nous parle aussi d'Airbnb, qui lui est beaucoup plus proche des modèles traditionnels de l'hôtellerie, vu que le contact entre le voyageur et l'hôte, c'est plus la remise des clés et l'état des lieux et pas vraiment un échange basé sur l'humain. On nous dit que la plateforme regorge maintenant d'appartements loués à l'année par leurs propriétaires comme n'importe quel catalogue de meublés touristiques. Ensuite, on nous dit que ce n'est pas seulement l'hébergement qui est touché par cette nouvelle tendance, mais également les activités. Que par exemple, il y a des guides bénévoles qui font partager leur amour de la ville aux touristes, ou alors des initiatives où on installe des restaurants éphémères dans des squats par les habitants du quartier pour faire dîner les touristes pour quelques pièces. Enfin, on nous dit que les précurseurs de cette nouvelle vision du voyage, donc les fondateurs et les premiers utilisateurs des sites comme Couchsurfing, voient ces évolutions comme une perversion de leur idéal par l'économie de marché et ils appellent les collectivités à reprendre en main le système en investissant dans des plateformes libres plus proches de leurs idéaux. Première question. En suivant le raisonnement de l'auteur, lequel de ces sites internet pourrait avoir un succès important? Et on nous propose une plateforme permettant de louer l'appareil photo ou le caméscope d'un particulier pendant la durée de ses vacances, une plateforme permettant de trouver sa destination de vacances grâce aux conseils d'autres voyageurs, une plateforme permettant de louer la voiture d'un particulier pour partir en week-end, une plateforme permettant de trouver des compagnons de voyage avant le départ, et une plateforme permettant de payer moins cher ses billets d'avion en les achetant à plusieurs. Alors c'est quoi le raisonnement de l'auteur concernant l'évolution des voyages? C'est que les gens partent moins loin, moins longtemps, et ont moins recours aux opérateurs traditionnels. Lequel colle à ce raisonnement-là? C'est la location de voiture d'un particulier pour partir en week-end, qui va reprendre les 3 éléments. Moins loin, parce que quand on part en voiture, on ne part pas à 5000 km.
plus court, on part en week-end, on ne part pas pour des semaines et des semaines de vacances, et moins recours aux opérateurs traditionnels, vu qu'on ne va pas dans une agence de location de voiture, on appelle un particulier. Question 2. Quelle tendance constate-t-on dans le monde du tourisme? Les voyageurs partent moins loin qu'auparavant, oui, on vient de le dire. Les voyageurs dépassent moins sur place qu'auparavant. C'est absolument pas certain, on n'a aucun élément du texte qui nous permet de le dire. Peut-être que le fait de payer moins cher leur hébergement, voire d'avoir certaines activités gratuites, ça fait qu'ils reportent ce budget-là dans d'autres postes de dépenses, peut-être pour acheter des souvenirs par exemple. En tout cas, aucun élément nous permet de statuer sur la validité de 2. Et 3, les voyageurs partent moins longtemps qu'auparavant, également c'est un des éléments du raisonnement qu'on venait de citer. Donc la bonne réponse c'est 1 plus 3, réponse D. Question 3. Quel système demande aux voyageurs de payer leur séjour chez l'habitant par un moyen non financier? Airbnb, Greeters, Woofing, Camping ou Couchsurfing? On avait la réponse dans le texte explicitement. On nous disait que Woofing, réponse C, c'était d'avoir le gîte et le couvert dans une ferme biologique contre quelques heures de travail agricole. Il suffisait d'avoir lu le texte et repéré pour comprendre. Question 4. Quel est le principal reproche adressé à Airbnb, site racheté par un fonds d'investissement américain, par les précurseurs du voyage collaboratif? Alors, on va relire le dernier paragraphe qui nous parlait de ça. On nous disait « Les précurseurs de cette nouvelle vision du voyage basée sur le voyage humain crient depuis quelques années à la perversion de leur idéal par l'économie de marché suite au rachat des principales plateformes par d'importants fonds d'investissement et la fin de leur gratuité. » Donc, le reproche qu'adressent les précurseurs, c'est la perversion de l'idéal. Autrement dit, le voyage basé sur l'humain. Le rachat des sites par les principaux fonds d'investissement et la fin de leur gratuité, d'accord, c'est un marqueur temporel. C'est depuis le rachat et la fin de la gratuité que c'est devenu ça. À la limite, on pourrait le considérer comme une cause, même si ce n'est pas forcément ce que nous dit le texte, mais en tout cas, ce n'est pas le reproche qu'ils leur font. Le reproche qu'ils leur font, c'est vraiment la perversion de leur idéal. C'est plus basé sur l'humain. Donc, le site est devenu payant? Non. Certains propriétaires font de la location d'appartement leur revenu principal. Pourquoi pas en extrapolant? Les bénéfices du site reviennent à un fonds d'investissement? Non. Les locataires considèrent plus le propriétaire comme un hôtelier que comme un compagnon de voyage et ne le rendent compte qu'en cas de nécessité, c'est exactement ça. Et son aura limite la visibilité des autres plateformes, aucun élément pour lier ça. Donc réponse D. Question 5. Combien de membres proposent leur hospitalité sur Couchsurfing? 4 millions, c'était clairement dit dans le texte, donc réponse C. Enfin, question 6, qui était sans doute la plus difficile de ces questions sur ce texte. On nous demandait de trouver le meilleur résumé, et ici on avait 5 résumés qui étaient plutôt bons, plutôt satisfaisants. Sauf que 3 d'entre eux comportaient une des principales failles que vous pouvez avoir dans ce genre d'épreuve, c'est qu'ils dépassaient les informations du texte. Et c'était difficile de voir qu'ils dépassaient les informations du texte, pour 2 raisons. Premièrement, c'était des petites nuances, et surtout, c'était des choses sur lesquelles vous aviez des connaissances personnelles. Je prends l'exemple du texte du résumé B en disant l'économie collaborative a bouleversé le marché du tourisme, initialement limité à l'hébergement avec des sites comme le leader du marché Airbnb ou des plateformes plus confidentielles comme Camping ou Woofing. L'économie collaborative étant aujourd'hui son emprise sur d'autres composants du voyage, tels les visites guidées ou la restauration, les fonds d'investissement injectent des capitaux importants dans le système, permettant son développement rapide. Quand je lis ça, il y a quelque chose qui ne vous choque pas du tout, qui est comme le leader du marché Airbnb ou des plateformes plus confidentielles comme Camping ou Woofing. Cette information-là, elle ne vient pas du texte. Vous le savez sans doute, parce que c'est la réalité, mais le texte ne nous dit jamais que Airbnb c'est le leader et que Camping et Woofing c'est des sites un peu plus confidentiels. Donc elle dépasse totalement les informations du texte. Ce n'est pas un résumé valable, on peut la supprimer. Question C, c'était exactement la même faille. En une décennie, la communauté des voyages collaboratifs est passée d'une poignée d'idéalistes américains à des millions de voyageurs à travers le monde, attirés par les prix bas et le contact humain. Cette tendance a inévitablement attiré les fonds d'investissement qui détiennent aujourd'hui les principales plateformes telles que Couchsurfing ou Airbnb. Même chose, on ne sait pas qu'à la base tout ce système-là est américain, en tout cas que c'est des voyageurs américains.
et que les principales plateformes sont Couchsurfing et Airbnb. Couchsurfing, déjà non, même si on peut avoir un petit élément pour nous le dire, c'est qu'on nous dit qu'il y a 4 millions de membres. Mais Airbnb, non, on n'a aucune information sur sa taille et on ne sait pas que ce sont les principales plateformes. Donc dépassé de la même façon que la réponse B. Tendance majeure de la décennie écoulée, le tourisme est le fer de lance de l'économie collaborative. Les opérateurs traditionnels ont perdu de leur emprise face à la montée en puissance de plateformes permettant de trouver un logement chez l'habitant ou de participer à des activités organisées par des locaux. Comme toute tendance, celle-ci n'a pas échappé à l'œil attentif des fonds d'investissement qui y voient une opportunité économique majeure. Pareil, dire que le tourisme c'est le fer de lance de l'économie collaborative, aucun élément du texte nous permet de le statuer. Donc le E dépasse aussi les informations du texte. Donc il nous reste seulement 2 résumés qui sont potentiellement valables. C'est le A et le D. Je ne les relis pas en intégralité, mais qu'est-ce qu'on sait sur un bon résumé? Il reprend la synthèse de maximum d'idées du texte. Et ici, le D contenait plus d'informations parce qu'il parlait aussi des causes du succès, alors que le A n'en parlait pas. Donc ici, D était le meilleur résumé, même si encore une fois, avec A c'est discutable, mais c'est le principe de ces questions d'analyse. Texte 2, on nous parle de la normalisation internationale des états financiers des sociétés cotées, autrement dire un thème plutôt abscon. On nous dit que ça a été lancé par l'IASC au début des années 70, qui représentait les instituts comptables de 10 pays, qui ensuite s'est renommé l'IASB en 2001 et publia des normes IFRS avec plus de membres. Et on nous dit surtout que si l'Union européenne a voulu donner un caractère impératif à ces normes IFRS, à la normalisation des états des sociétés cotées, c'est suite aux grands scandales comptables qui ont suivi l'éclatement de la bulle Internet au début des années 2000. Par exemple l'affaire Enron, où la société Enron s'endettait d'une manière détournée pour ne pas présenter son endettement réel dans les comptes. Problème, si c'est malhonnête et que ça a été fait uniquement pour influencer le cours des actions de la société, pour influencer les investisseurs, c'est pas forcément possible de dire que c'est une fraude sur le plan comptable, parce que les techniques, elles étaient approuvées, ou en tout cas pas visées par des normes à caractère obligatoire. Les comptes avaient été approuvés par le cabinet Arthur Andersen, et c'est plus ou moins la preuve de la légalité de ces méthodes. En tout cas, qu'elles n'avaient pas encore été rendues illégales. On dit enfin que cette faillite va entraîner un effondrement de la confiance envers les sociétés cotées et les cabinets d'audit, et que ça, conjugué au grand ralentissement économique qui a suivi tous les crashs boursiers dus à l'éclatement de la bulle Internet, beaucoup de pays non membres de l'IASB ainsi que la Commission européenne vont décider de contraindre toutes les sociétés à publier leurs comptes conformément aux normes IAS puis IFRS pour redonner confiance aux investisseurs. Alors cela étant, ce n'est pas parce que ce texte est assez spécifique que les questions vont être particulièrement difficiles et particulièrement techniques. En réalité, si vous avez lu les questions, vous savez qu'il n'y a aucune question qui porte sur les normes comptables internationales. C'est juste de la compréhension de texte. Question 7. Dans quel ouvrage serait-on le moins susceptible de trouver ce texte? Un manuel de droit européen, de sociologie, d'histoire, de comptabilité ou d'économie? Bon, clairement, comptabilité et économie, ça convient très bien, on peut tout de suite les éliminer. Ensuite, il nous reste droit européen, sociologie ou histoire. Droit européen, c'est quand même très axé sur pourquoi et comment l'Europe a décidé de mettre en application les normes IFRS, donc c'est pas forcément hors cadre, on peut l'éliminer. Il nous reste sociologie et histoire. Sociologie et histoire, c'est un peu d'histoire contemporaine, maintenant ça fait une quinzaine d'années, c'est à l'époque des attentats du World Trade Center qui seraient dans des livres d'histoire d'aujourd'hui. Donc tout comme quand on avait des livres d'histoire à l'époque où on était lycéen, on avait des choses sur les faillites dues au crash de 1929. Donc pourquoi pas un livre d'histoire et un manuel de sociologie, ce sera le moins adapté. Réponse B. Question 8. Dans combien de pays les normes IFRS sont-elles appliquées? 15, 22, 25, 32 ou le texte ne le précise pas? On le voyait bien à la fin que le texte ne le précisait pas parce qu'il nous disait que de nombreux pays non membres de l'IASB, ainsi que la Commission européenne, ont décidé de contraindre les sociétés à les appliquer. On avait le nombre de membres de l'IASB au début du texte, mais sachant qu'il y a aussi des pays non membres, le texte ne précise pas dans combien de pays les normes IFRS sont appliquées. Réponse E. Question 9. Si l'auteur était l'avocat d'Enron, quel argument utiliserait-il pour convaincre l'auditoire que la société n'est pas coupable de fraude?
Le vrai responsable est Arthur Andersen, qui a certifié ces comptes frauduleux. Les dirigeants n'ont pas tiré profit des événements. Tous les concurrents employaient la même technique. D, il y a eu des fraudes, mais leur intention n'était pas de masquer aux investisseurs la situation financière de la société. Et E, ce qui n'est pas explicitement interdit par la loi est autorisé. Encore une fois, c'est 5 arguments que l'auteur, s'il était l'avocat d'Enron, pourrait utiliser dans un procès. Mais il faut bien peser les mots de la question. La question nous dit, quel argument utiliserait-il? Certainement pour convaincre l'auditoire que la société n'est pas coupable de fraude. Et dans A et D, il avoue explicitement qu'il y a eu des fraudes. Donc non, ce n'est pas un argument qu'il pourrait utiliser pour convaincre l'auditoire que la société n'est pas coupable de fraude. B et C, il ne dit pas qu'il y a eu des fraudes, mais il ne s'en défend pas non plus. E, par contre, ce qui n'est pas explicitement interdit par la loi est autorisé, bah oui, il implique clairement qu'il n'y a pas eu de fraude. Donc la seule de ces arguments qui parle de fraude et qui dit la société n'est pas coupable de fraude, c'est la réponse E. Et enfin, question 10, l'auteur reconnaîtrait certainement que la faillite d'Enron a contribué à l'éclatement de la bulle Internet, la perte de confiance des investisseurs envers les sociétés cotées ou l'effondrement des bourses mondiales. Il y a juste 2 sur les 3 dont on va avoir besoin de statuer. L'éclatement de la bulle Internet, non, il ne le reconnaîtrait pas. Pourquoi? Parce que dans le deuxième paragraphe, on nous dit les grands scandales comptables qui ont suivi l'éclatement de la bulle Internet au début des années 2000. Autrement dit, ça s'est passé après, donc ça n'a pas pu causer quelque chose qui s'est passé avant. Et pareil pour la 3, l'effondrement des bourses mondiales, on nous dit bien que c'est suite à la bulle Internet et avant donc ces grands scandales comptables. Donc la 1 et la 3, c'est sûr que non. On n'a même pas besoin de savoir si la 2, la perte de confiance d'investisseurs, l'auteur reconnaîtrait qu'Enron l'a causé, parce que quand on sait que c'est pas 3 et pas 1, on peut éliminer les réponses B, C, D et E. Donc la seule réponse valable qui reste, c'est la réponse A. Enfin, le texte 3 qui nous parlait de politique et qui nous disait que l'étatisme était la religion nationale des peuples latins, la seule universellement respectée, parce que du royaliste au socialiste, tous les membres de peuples latins sont des adorateurs de l'État, qui diffèrent sur le choix des grands prêtres de la croyance, autrement dit des dirigeants, mais pas sur les dogmes. Que pour les latins, l'État représente une sorte de pape collectif qui doit tout administrer, tout fabriquer, tout diriger, et dispenser les citoyens du plus léger effort d'initiative. Et qu'il a remplacé progressivement l'antique providence. Si bien qu'aujourd'hui, quand on a un vigneron qui n'arrive pas à vendre sa récolte, il s'insurge et il demande à l'État de lui acheter. Et quand on a un ouvrier qui préfère le travail au repos, eh bien, il demande à l'État de lui donner du repos. Il nous dit ensuite que l'étatisme est à la fois héritier de l'autorité des dieux et de celle des rois. Pourquoi? Parce que l'absolutisme de l'État représente celui des anciens rois, mais qu'elle est encore aggravée parce que le législateur aujourd'hui sait qu'il est éphémère et donc il ne se préoccupe pas des conséquences des lois. Enfin, il nous dit que l'État est devenu tellement insupportable et onéreux que des foules d'opprimés chaque jour se dressent contre lui parce qu'il moleste les intérêts des épargnants, il berne le peuple d'irréalisables chimères et il ne se maintient qu'au moyen de rivalités créées ou entretenues par ses soins. Un texte qui fait réfléchir parce qu'il date d'il y a largement plus d'un siècle et il est encore totalement valable. Malgré son aspect un petit peu politique et son langage un petit peu abscon, où on a pas mal de métaphores à traduire, c'est le plus facile des 3 parce que les questions sont plus faciles. Donc, ne vous basez jamais sur la difficulté apparente d'un texte à partir de son contenu, c'est vraiment les questions qui décident si un texte est facile ou difficile. Question 11. Que signifie le terme providence dans le contexte du deuxième paragraphe? Chance, abondance, destinée, volonté divine ou fortune. Alors si on regarde providence dans un dictionnaire, on aura sans doute chance et fortune, mais dans le contexte du texte, c'est pas ça. On nous dit que c'est l'antique providence dont notre religiosité ancestrale ne pouvait se passer et qui donne le repos à l'ouvrier qui préfère le repos au travail et qui achète les récoltes aux vignerons qui n'arrivent pas à les vendre. Donc si c'est la providence dont notre religiosité ancestrale ne pouvait se passer, c'est soit la destinée, soit la volonté divine. C'est très difficile de trancher entre les deux. J'ai une petite préférence pour volonté divine, mais vraiment c'est très très proche.
12. Dans le texte, l'État est comparé au plus haut dignitaire d'une religion. Oui, effectivement, on nous dit que l'État, c'est le nouveau pape. Donc c'est bien le plus haut dignitaire d'une religion. À un vigneron incapable de vendre ses récoltes. Non, justement, le vigneron incapable de vendre ses récoltes, c'est un de ceux qui va demander son aide à l'État. Et à un monarque au pouvoir absolu, oui, clairement, on dit que l'État a remplacé les anciennes monarchies. Donc 1 plus 3, c'est la réponse D. Question 13. Pourquoi l'étatisme a pris tant d'ampleur en France? Car les différents courants politiques se sont alliés en ce sens, car les premiers républicains ont décapité leurs opposants, car le peuple ne pouvait se passer d'une certaine forme de religion, car le législateur verrouille le système pour empêcher son implosion, ou car le peuple ne souhaitait pas que ses dirigeants reproduisent les mêmes erreurs que les anciens monarques. Très clairement, on nous dit que l'étatisme a progressivement remplacé l'antique providence dont notre religiosité ancestrale ne pouvait se passer. Donc le peuple ne pouvait pas se passer d'une certaine forme de religion. Réponse C. 14. Comment l'État se maintient-il face à ses opposants? On reprend la fin du texte. L'État ne se maintient qu'au moyen de rivalités créées ou entretenues par ses soins. Donc en prélevant toujours plus d'impôts? Non. Il nous dit que c'est une des causes des révoltes, mais ce n'est pas du tout une des causes du maintien. En encourageant des antagonismes, exactement, c'est ça, au moyen de rivalités créées et entretenues par ses soins, et en promettant des jours meilleurs aux citoyens, non. Les jours meilleurs, c'est les fameuses chimères qui sont la cause de la révolte, et pas la cause du maintien. Donc uniquement 2 réponses A. Et enfin, question 15, lequel des 5 systèmes politiques suivants aurait sans doute la préférence de l'auteur? Une théocratie, car les peuples latins ont toujours eu besoin de repères moraux. Non, pas vraiment. En tout cas, on dépasse le texte. Pourquoi? Parce que repères moraux, on ne nous a jamais dit ça. On a dit qu'il y avait besoin d'une certaine forme de religion, mais on ne nous a pas précisé pourquoi. Une monarchie parlementaire, car les peuples latins sont attachés à ce régime. Pareil, à aucun moment on nous dit que les peuples latins sont attachés au régime de la monarchie parlementaire. C'est une monarchie absolue, car un souverain sait qu'il doit ménager la chèvre et le chou pour ne pas être renversé par son peuple. Pourquoi pas? On nous disait bien que les gouvernements savaient leur place éphémère et du coup ne se souciaient pas des conséquences de leurs lois, sous-entendu que les anciens monarques s'en souciaient, parce qu'ils savaient que leur place était là pour longtemps et qu'ils pouvaient se faire renverser dans le cas contraire. C'est un sous-entendu, on extrapole un peu, mais pour l'instant c'est la meilleure. D, une démocratie dans laquelle plus de pouvoir serait donné au peuple qui doit avoir la maîtrise totale de son destin. Le peuple doit avoir la maîtrise totale de son destin. On ne sait pas du tout si c'est la pensée de l'auteur ou pas, aucun élément pour le dire. Et une démocratie étatiste comme aujourd'hui, car ce système demeure meilleur que les 4 précédents, malgré ses nombreuses imperfections. Alors là, absolument pas, parce qu'on nous dit très bien que la démocratie a considérablement aggravé la situation comparée à la monarchie. Donc, la réponse C, monarchie absolue, c'était le système politique qui aurait la préférence de l'auteur. Voilà pour la correction du sous-test 1. Si vous souhaitez passer à la correction du sous-test 2 de calcul, vous avez le lien qui apparaît à l'écran. Si vous souhaitez voir les autres sous-tests, vous avez aussi les liens. Enfin, vous avez les liens pour la chaîne YouTube si vous voulez retrouver des cours, pour notre site internet et pour les réseaux sociaux, pour ne rien rater de tout ce qu'on publiera cette année sur Facebook et sur Twitter. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à tout de suite pour la correction du calcul.